Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Trait pour Trait. Vous savez bien, le seul podcast BD qui passe aussi à la télé. Alors abonnez-vous d'ailleurs au podcast sur Google Podcast, Apple Podcast ou sur la chaîne YouTube de l'émission. Vous pouvez bien sûr nous retrouver aussi sur Watch, sur les box. Alors aujourd'hui Laurent, on change de lieu comme d'habitude, on bouge dans Trait pour Trait. Oui, on passe d'une librairie à une autre et aujourd'hui on est accueilli par Jérôme Briot. Bonjour Jérôme Briot de la Planète Dessin. Et bonjour à vous. Alors, c'est quoi la Planète Dessin? Eh bien, un de ces lieux jeune librairie, il faut dire. Oui, 3 ans seulement. Un de ces lieux que vous affectionnez, où on trouve un peu toute la bande dessinée, de ses origines à son actualité, manga, comics, etc. Donc à peu près 12 000 références ici. Avec un très beau dessin sur l'aventure d'ailleurs. Alors, plus qu'un dessin, carrément une bande dessinée, un original de Lewis Trondheim, qui a bien voulu, en fait, pour l'anecdote, je lui avais demandé de me faire un strip en 3 ou 4 cases. Et comme Lewis ne fait rien comme on lui demande, il m'a carrément composé toute une histoire totalement inédite de Mr. O à lire dans la rue face à la devanture. En fait, il a laissé de la place pour qu'on voit quand même les livres et tout ce qui représente la bande dessinée, les autres bandes dessinées, quoi. Au cas où il aura encore des idées. Alors aujourd'hui dans l'émission on va fêter un anniversaire Laurent avec un invité. Happy birthday PLG. Hein. Bonjour Dominique Poncet. Dominique Poncet, scénographe, commissaire d'exposition, il collabore avec le Festival d'Angoulême, il est éditeur également. C'est aussi Dominique qui en qualité de directeur artistique avait relancé le Tac au Tac sur la chaîne Muséum l'année dernière. Tout à fait. Voilà. Et donc il fait partie de l'aventure PLG et il va nous raconter tout ce qu'il n'y a pas dans les dictionnaires, tout ce qu'il n'y a pas sur Wikipédia, la véritable histoire de PLG comme si vous l'aviez vécu. Bonjour. 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 Alors comment ça a commencé tout ça? Alors en fait, PLG, c'est d'abord la rencontre entre 2 copains d'école au milieu des années 70, Pierre-Marie Jamet, Philippe Morin, qui se sont retrouvés sur les bancs du collège, qui étaient tous les 2 passionnés de bande dessinée et qui se promenaient dans les librairies de l'époque, qui étaient Temps Futur, Futuropolis, la librairie Dupuis, boulevard Saint-Germain, et leur plaisir c'était de rencontrer et leur plaisir c'était de rencontrer les auteurs de bande dessinée et comme tout enfant, comme tout adolescent de l'époque, voulait faire de la bande dessinée. Enfin, pour ceux qui étaient passionnés de bande dessinée. Et donc très vite ils ont créé une revue de collège. Et puis, donc là, on est en 1978, il y a 40 ans pile. Là, nous sommes en 75. Oh non, 75 ils ont déjà commencé. Et en 78, après le bac, Philippe Morin commençant ses études d'architecture et Pierre-Marie, lui, se lançant dans le enfin, il était banquier, travaillant dans une banque, ont décidé de créer une... Nul n'est parfait. Hein. C'est un bon métier peut-être pour lancer un fanzine. Donc, mais je suis sérieux, moi. Nous aussi. Et donc, ils ont créé la revue PLG PPUR, qui veut dire plein la gueule pour par un rond. Ah bah ça c'est sérieux. Ouais, bah voilà, tout le monde est sérieux. Et d'où vient ce nom? C'est parce qu'ils avaient décidé lors du premier numéro de changer de nom à chaque fois. Donc PLG voulait dire aussi peindre la girafe et je ne sais plus quoi d'autre. Et en fait c'était aussi un hommage au fanzine de l'époque, le petit Mickey qui n'a pas peur des gros, le Diffrémion, le ouais. PM, etc. C'était aussi un hommage enfin c'était aussi pour faire comme les cahiers de la bande dessinée de l'époque, Schtroumpf. De Jacques Glénat. C'était l'émergence de fanzines qui était fait par Jacques Deloustal, qui était fait par Pierre Ouin, le crapaud baveux, entre autres. Donc ils se sont dit c'est le moment de faire de la bande dessinée. Très vite, lorsqu'ils ont décidé de lancer le numéro 1, il y a un étudiant des Beaux-Arts, je crois, qui s'appelle Onurbe, qui les a rejoints et qui, eux trois, ont rempli les pages du premier numéro de PLG qui est sorti au mois d'avril 78. C'était format réonotypé, pas de photocomposition, c'était... C'est pour un festival, je crois. C'était pour le festival de Clichy. Et il a été épuisé tout de suite. Il a été épuisé tout de suite, je crois que c'était un tirage de 200 exemplaires. Donc, moi, à l'époque, je ne les connaissais pas. Très vite, ils ont changé de format en se professionnalisant un petit peu, en passant à la photocomposition, en passant à un véritable offset d'impression.
et c'est avec un numéro sur Daniel Gossens que je les avais repérés qui date de 79-80. En fait, si je me souviens bien de l'histoire, dès le numéro 2, PLG prend son format de fanzine qui va durer quelques années, c'est-à-dire avec un très long entretien d'un auteur assez notoire. Et là, pour le numéro 2, déjà, c'était Bilal, je crois. C'était Enki Bilal. Ouais. Et ce qui est d'étonnant et d'amusant, c'est que souvent, les entretiens se sont faits sur des rencontres. Il faut savoir qu'à l'époque, Enki Bilal habitait à Montrouge. Là il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et qu'il n'était pas aussi connu, puisque c'était en 78, il venait de finir, il venait de finir la ville qui n'existait pas. Avec Pierre Christin au scénario. Et eux, enfin Pierre-Marie Jamet et Philippe Morin, qui connaissaient Enki Bilal de par les photos qu'ils avaient pu voir dans Pilote, se sont dit, mais dans un bistrot de Montrouge, mais c'est pas Enki Bilal. Et effectivement, c'était Enki Bilal qui habitait à 150 mètres de chez Philippe Morin. Alors tout de suite, il va y avoir un grand succès finalement pour PLG, puisque vous êtes récompensé au bout de 3 ans par un Alfred à Angoulême, c'est ça en 81. Ils en ont eu deux. Mais le premier, c'est 81. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1980, le premier prix fanzine donné lors du festival d'Angoulême s'appelait le prix Saucisson Smith. Ah oui qui avait été donné à PLG et un autre fanzine dont j'ai oublié le nom qui n'existe plus. Et l'année d'après, les Alfred existants, ils se sont dit on va quand même pas donner un saucisson d'1 mètre de long à chaque fois, d'autant plus qu'il faut peut-être parfois le couper en deux. Et donc la deuxième année, en 81, PLG a reçu le premier Alfred fanzine. Voilà. C'est une belle aventure déjà. C'était déjà une concrétisation d'un énorme travail. Alors c'est vrai que c'était arrivé pour le numéro 9. Parce qu'à cette époque-là, excusez-moi je vous coupe, mais la périodicité était laquelle? Alors, à l'époque, c'était entre 3 et 4 numéros par an. D'accord. Philippe était étudiant, Pierre-Marie travaillait dans sa banque, mais donc une forme de disponibilité. Il y avait aussi énormément de jeunes dessinateurs qui venaient les rejoindre. Donc hormis l'entretien principal avec un dessinateur avec une certaine notoriété, donc le premier interviewé était Enki Bilal, le second était Moebius, le troisième Daniel Gossens. Nous avons la liste. Oui. L'intérêt aussi, c'était une association qui a été créée pour la promotion des jeunes auteurs de bande dessinée. Donc il y a un certain nombre de jeunes dessinateurs qui sont venus rejoindre l'équipe, et dès le numéro 2, Philippe Dupuis est venu rejoindre l'équipe. Et c'est là qu'il a rencontré Charles Berberian, non? Non, il l'a rencontré lorsqu'il faisait le fanzine, lorsque Charles travaillait sur un fanzine qui s'appelait Bande à part. D'accord. Et parce que Philippe était aux arts déco, aux arts appliqués, et Charles l'inverse. Mais ils se sont retrouvés dans des soirées, Bande à part. Et c'est un jour, mais là c'est beaucoup plus tard, que Philippe Dupuis nous a dit: est-ce que vous pensez que Charles et moi, nous pourrions faire une bande dessinée ensemble? Mais ça, c'était, je crois, pour le numéro 13. C'est beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que pendant 3-4 ans, Philippe a dessiné tout seul. Mais à l'époque, vous n'étiez pas éditeur. C'était l'édition du fanzine, mais il n'y avait pas de... les collections après. Il y a eu très vite deux hors-séries avec Philippe Boulinier, qui était illustrateur et qui faisait des bandes dessinées dans PLG, et qui faisait aussi les publicités pour la librairie Boulinier. Et on a fait un numéro hors-série qu'on avait appelé Portfolio Gossens sur Daniel Gossens. Mais par la suite, donc, il y a eu la tentation de faire des livres de bande dessinée, des albums. Comme on dit plus vulgairement. Voilà. Qui sortait un petit peu du format traditionnel, puisque on a eu la chance de rencontrer très vite quelqu'un qui s'appelle Joe Pinelli, qui nous a proposé une trilogie, la trilogie Nomas, mais là on est passé des années 80 aux années 90. Donc entre-temps, on a quand même fait la revue et on a sorti près d'une vingtaine de numéros, mais on a fait quelques images aussi. Citez-nous les gens, parce que là vous parlez de Joe Pinelli, mais des gens qui ont débuté dans PLG ou voilà, que vous avez contribué à faire connaître, parce qu'il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Alors pour ne citer que les plus célèbres, donc j'ai cité Charles Berberian, Philippe Dupuis, Emmanuel Moineau qui a eu ses premières publications fanzinesques dans PLG. Mais un an et demi, 2 ans avant qu'il commence à travailler pour Glénat. Donc c'est quelqu'un qui a été très très vite. Il a eu son premier livre à 23 ans. Il y a Olivier Schwartz qui nous a rejoint, Jean-Claude Gottigne. Il y a aussi les futurs créateurs de l'association, puisqu'on fréquentait, dans les différents festivals, on fréquentait Jean-Christophe Menu, David, Stanislas. Et donc Jean-Christophe a publié, David B aussi, Stanislas aussi très vite. Il y a Jeanne Puchol qui, elle, était publiée chez Futuropolis, mais qui nous a aussi proposé des planches.
Il y a Chauzy aussi qui est venu. Jean-Christophe qui viendra nous rejoindre dans 15 jours. Jean-Christophe tout à fait. n'a pas publié, enfin, a été interviewé dans PLG et a fait un livre chez PLG, mais n'a jamais été publié en tant qu'auteur. Beaucoup de ces auteurs-là travaillaient aussi chez Futuropolis à l'époque dans la collection, la fameuse collection X, qui malheureusement a disparu aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a créé la collection Y. Dans lequel ont été publiés Jeanne Puchol et Jean-Christophe Chauzy. Mais on a aussi rencontré des auteurs comme Benoît Barral, qui signait BSK. Il y a aussi notre copain Carit, qui est venu nous rejoindre. Enfin, on a fait actuellement, on a fait le décompte, là, justement, parce qu'on est là pour fêter les 40 ans de PLG. On a recensé grosso modo plus de 100 livres ou revues éditées en 40 ans. Pour un petit éditeur, pas professionnel, où nous, en tant que participants à l'affaire, on n'a jamais gagné d'argent dessus. Oui, je comprends bien. Mais alors à l'époque, et ça fera le lien avec Jérôme, comment est-ce que vous étiez diffusé? Voilà, c'était la question que je voulais poser à Jérôme. Dans les librairies, à quel moment Est-ce que ça existe encore, les fanzines? D'ailleurs, vous pourrez répondre à cette question après, quoi. Non, alors, en fait, les premiers numéros, on se promenait dans les librairies que nous connaissions. Donc, c'était Actualité, c'était Azatoth, c'était Boulinier qui en prenait beaucoup d'exemplaires. Et puis, après, nous avons eu un diffuseur, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis à chaque fois... Des petits tirages, je suppose, à l'époque. Alors, les premiers étaient 200 exemplaires. On est passé à 300, 400, 500. Et le plus gros tirage que nous avons fait, c'était en 84-85 pour un numéro consacré à Enki Bilal, qui était de 3000 exemplaires. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais ça, là, on parle du passé, puisque le dernier numéro de la revue PLG, qui était le numéro 38, est paru en 2004. Et depuis, PLG continue à publier des livres de bande dessinée, mais aussi, surtout aussi des livres sur la bande dessinée. Voilà, là, je regarde... Et je me suis permis d'apporter un livre sur Enki Bilal sur la trilogie Nicopol. C'est le dernier paru, ça. C'est le dernier paru. Mais on a fait des livres sur Nicolas de Crécy, sur David B, sur sur Serra, sur Serra. Des livres encyclopédiques pointus aussi, comme Renaud Chavannes. Des livres qui analysent le travail des auteurs de bande dessinée sur la mise en page, la narration. Il y a eu aussi un gros livre sur Edgar Pierre Jacobs, sur la composition de case à case. Il y a eu des entretiens avec Marc-Antoine Mathieu. En fait, c'est assez ouvert, comme on a fait aussi des histoires sur la bande dessinée, des histoires subjectives. Écrit par Dominique Dupuis, qui s'appelle Au début était le jaune, et un autre avec Gilles Ratier, qui s'appelle Avant la case. Sur les scénaristes. Sur les scénaristes, mais voilà, c'est très subjectif aussi, toujours ces histoires de la bande dessinée. Mais donc c'est surtout ça qui est important aujourd'hui, c'est les livres sur la bande dessinée, parce qu'on s'est rendu compte aussi avec Internet que les bibliographies, les entretiens avec les auteurs n'avaient plus tellement d'intérêt dans des revues. Que d'abord, on avait vieilli, on avait rencontré tous les gens qu'on avait voulu rencontrer, de Tardy à Pétillon, à Jean-Marc Rochette, à Baruch aussi. Enfin, c'était. Voilà, celui sur Bilal et Rochette. Ça, c'est le dernier paru. C'est vrai qu'il y a eu une époque, parce que là, on est passé dans un domaine qui n'était plus vraiment fanzineux, on est dans le magazine professionnel. C'est vrai qu'il y a eu toute une époque où ces magazines ont un peu disparu. On note une légère renaissance, notamment avec les cahiers de la bande dessinée, qui sont dirigés par Vincent Bernière. Ça revient peut-être un petit peu. Alors pourquoi pas refaire PLG? Vous nous le direz dans une seconde, parce que j'avais d'abord interrogé Jérôme par rapport aux fanzines d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a devant votre comptoir? Est-ce qu'on peut trouver des fanzines encore? Assez peu, mais il y a plusieurs choses qui ont beaucoup modifié la donne ces derniers temps. D'abord, Internet. À l'époque où les fanzines réunissaient différents auteurs pour des contributions, se faire découvrir, etc. Aujourd'hui, un jeune auteur qui cherche à se faire découvrir a accès à Internet, peut se faire sa page, peut faire aussi du crowdfunding. Ça aussi, ça modifie pas mal la donne. Donc, ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, on va accueillir ici des auteurs qui n'ont pas d'éditeur, qui ont, via le crowdfunding, publié un bouquin, et on leur offre l'accès au public en faisant une après-midi rencontre ou quelque chose comme ça. Du fanzine à strictement parler, c'est un petit peu plus rare d'en trouver. Et puis, par ailleurs, dans votre question tout à l'heure, je notais avec amusement que le fait qu'un magazine devienne beau, pour vous, le fait sortir de la zone du fanzine. Or, aujourd'hui, avec les techniques d'impression moderne, tous les fanzines sont hyper léchés. Enfin, ceux qui existent ne sont pas photocopiés
avec ça une existe vieille plus machine. le fanzine renotypé alors, c'est ça? Assez peu maintenant. Non, mais Quel quand on dommage, va à Angoulême, j'espère. c'est pas vrai, quand on va à Non, Angoulême, on en voit encore. Eh ben, c'est parce qu'ils ont envie de le faire comme ça, par hommage peut-être. Je Je voudrais quand même Parce que intervenir. ça coûte quand même de l'argent. Hein. Le fanzine photocopié existe encore, mais c'est vrai que les méthodes de photocopie ont énormément évolué. Mais ça reste encore. Enfin, nous, on travaillait avec des cutters, avec des ciseaux, on collait nos bandes de texte sur des papiers qu'après on flashait. Alors c'est sûr que l'informatique, là, a quand même simplifié la chose. A simplifié la chose, mais ça restait toujours très artisanal. Et aujourd'hui encore, et quand on voit le nombre de fanzines ou de labels indépendants qui veulent venir dans les différents festivals, que ce soit d'Angoulême à Saint-Malo ou Blois, c'est très très impressionnant. Et systématiquement, pour tous les prix donnés à ces fanzines, ils en reçoivent à chaque fois une vingtaine, une trentaine, et des nouveaux, et tous les ans, il y en a des nouveaux. Est-ce qu'il y a encore un prix du fanzine à Angoulême? Il y a un prix. Ça s'appelle plus comme ça. Hein, non, ça s'appelle label indépendant ouais, ou c'est ça, ouais. la presse alternative. La presse alternative, ouais. Et ça existe toujours, avec un jury qui n'avait pas été modifié jusqu'à cette année, mais qui a été légèrement modifié parce qu'il y en a qui étaient fatigués de le faire. Depuis, parce que c'est un prix qui existe depuis 25 ou 30 ans et qui n'était pas un jury. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus. Oui. Mais non, ce qui était important aussi, nous dans PLG, je reviens là-dessus et puis après on laissera quand même parler Jérôme un petit peu, c'est que nous, hormis l'entretien avec les auteurs de bande dessinée, hormis publier des jeunes dessinateurs, ce qui est important aussi, c'était que systématiquement, il y avait une grosse rubrique fanzine qui recensait tous les fanzines qui sortaient à l'époque. Et parfois, on dépassait les 50-60 fanzines dans l'année, et c'était à chaque fois très très compliqué de faire un choix. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était une des valeurs ajoutées de PLG, effectivement, le recensement de ces fanzines et leur Oui, vous étiez les seuls d'ailleurs à faire ce genre de recensement. En tout cas, Philippe Morin reste un des grands spécialistes du fanzine, et il continue à en accumuler parce que, de par son rôle de... Mais ils aiment bien critiquer les critiques. Ils avaient publié un livre formidable de Harry Morgan qui s'appelait Le Petit Critique illustré, qui prenait l'ensemble des livres encyclopédiques et qui s'amusait à en parler parfois avec, on va dire, un certain nombre de termes un petit peu difficiles. Enfin voilà, il n'était pas toujours d'accord avec tout. Il aimait beaucoup ce que lui faisait. Hein. Harry Morgan, c'était des bons livres, mais ceux des autres étaient moins bons. Hein. Il faut prendre ça avec un petit peu de recul quand même. C'est un bréviaire des bourdes accumulé dans tous ces livres exhaustifs. Parce qu'il y a mais j'aime bien la démarche et ça marche quand vous invitez des jeunes comme ça qui ont débuté sur Internet et qui s'auto-éditent. Les gens viennent? Les gens viennent quand l'auteur les invite et puis on leur fait rencontrer aussi les clients qui, un peu surpris, tombent nez à nez avec un jeune auteur qui a quelque chose à défendre. Donc après, il y a aussi toute la partie crowdfunding. Quand on a fait une rencontre avec Seriba, qui a fait un bouquin qui s'appelle Les Superhumains, lui avait profité du fait d'avoir une présence en librairie physique pour donner les contreparties de sa campagne de crowdfunding aux gens qui avaient subventionné la publication du livre. Donc oui, ça peut fonctionner. Oui, puis généralement, ils ont un public qui les suit fidèlement sur le net. Donc moi, je trouve ça assez étonnant d'ailleurs de voir que c'est des gens qui des fois n'ont jamais édité, d'ailleurs, ne publient que sur le net, et qui ont quand même un public qui est là et qui est assez fidèle. Donc effectivement, leur proposer de rencontrer l'auteur autre que par écran interposé, je suppose que c'est une démarche intéressante. D'autant plus intéressante que ça. Bon, alors dans l'univers du livre, toutes les librairies ont exactement le même produit au même moment, au même tarif. Donc là, le fait de faire rencontrer des gens qui proposent quelque chose qui n'est pas vraiment disponible dans le commerce, pas facilement, ça permet de se distinguer un peu, de créer un petit peu d'événements comme ça. Alors malheureusement, pour rentrer un petit peu dans l'actualité, quelqu'un qu'on ne rencontrera plus jamais, c'est René Pétillon. Qui avait été l'occasion d'ailleurs d'un PLG à l'époque avec Gottlieb, c'est ça? C'était en 1985, c'était un numéro double consacré à Marcel Gottlieb et à René Pétillon. Et c'est vrai que ça reste une des belles rencontres. La rencontre avec René Pétillon, c'était quelqu'un d'attachant. C'était un homme d'un talent extraordinaire qui avait, on le voyait bien avec ses dessins dans Le Canard enchaîné, qui percutait immédiatement, qui avait un humour de dingue, un humour avec du recul et qui était d'une discrétion et d'une gentillesse absolue. Et puis un héros extraordinaire, Jack Palmer, il faut quand même... Extraordinaire, je sais pas, enfin extraordinairement nunuche, maladroit quoi. Alors on peut rappeler l'enquête Corse, bien sûr. Oui, c'est le plus
connu qui a été adapté. Oui. Succès qui avait été adapté au cinéma avec Clavier et Reynaud. Ouais. Il y en a combien d'ailleurs des Palmer? Il y en a 7-8. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Je voudrais aussi rappeler quand même que Pétillon était un énorme scénariste parce qu'il a fait aussi un livre qui s'appelle Super Cato avec Florence Sestac. Et le Baron Noir avec le Baron Noir avec Yves Gott. Ouais. Et qu'il a été aussi scénariste de Rochette sur Cour Royale. C'est formidable, qui est une bande dessinée qui est un peu passée inaperçue, mais qui était très très drôle. Publiée dans l'Écho des Savanes à l'époque. Publiée dans l'Écho des Savanes. Alors Grand Prix d'Angoulême aussi, bien sûr. Alors Pétillon en librairie, c'est une valeur sûre? C'est évidemment une valeur sûre. Depuis l'enquête corse, le nom Pétillon est devenu grand public. Donc c'est une grande perte pour la bande dessinée, bien sûr. C'est clair. Alors il avait signé d'ailleurs la dernière affiche de BD Boom. Alors en fait, oui c'est ça. René l'année dernière avait eu le grand prix, enfin le grand boom tel qu'on l'appelle, qui est le grand prix de la ville de Blois, qui est remis à l'occasion donc du festival BD Boom à Blois tous les ans, et donc il en avait fait l'affiche pour cette année, et il bénéficiera, enfin il aurait bénéficié, mais elle va exister évidemment, d'une formidable exposition. Enfin Blois va lui rendre un hommage appuyé forcément. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Et mais des festivals, il y en a d'autres. Ah mais oui, puisqu'on en parle, il y a surtout un festival ce week-end. Oui, bah là, je crois que ton train t'attend, je crois. Le Pied des Bulles, et je ne vais pas tarder à partir, rejoindre la mer et la cité Malouine. Donc Saint-Malo, bien sûr, avec une affiche de Clément Aubrerie. Clément Aubrerie, tout à fait. Voilà. Alors en plus, Clément Aubrerie qui a pas mal d'actualité cette année, parce qu'il a René Stone avec Julie Burmont, et puis il publie chez Casterman un ouvrage dont j'ai oublié le nom, mais qui est autour des services secrets. Et Cyberfatal. Voilà, Cyberfatal, merci Jérôme. Et c'est également l'auteur cette année de Voltaire amoureux. Donc voilà, tout à fait. Beaucoup d'actualité. Il y a une expo Spirou, d'ailleurs, qui est prévue. Il y a une expo Spirou. Alors Spirou, le savez-vous, messieurs, est représentant du 70e anniversaire de l'ONU. Non. Oui, tout à fait. Il y a un événement particulier? Il y a plusieurs événements particuliers associés à ça. Il y a tout d'abord un Spirou. Le Spirou de la semaine. Le défenseur des droits de l'homme. Le défenseur des droits de l'homme, voilà. Et le Spirou de la semaine, dans lequel on retrouve 30 planches réalisées par 30 auteurs différents, qui ne sont pas forcément des auteurs de Spirou. On retrouve Gueluc, par exemple. Et un tas d'autres qu'on peut voir dans le sommaire. Le chat remplace l'écureuil. Le chat remplace l'écureuil, absolument. Et ces planches sont destinées à être exposées à l'ONU. Et peuvent être téléchargés par l'ensemble des médiathèques pour faire des expositions un peu partout. Donc c'est un événement qui associe effectivement le gentil Spirou avec les droits de l'homme. Et puis alors donc Émile Bravo pour l'occasion qui vient de sortir L'espoir malgré tout. Donc la suite en fait de son... tu nous as amené le dossier de presse, c'est vrai que j'aime bien nous amener les dossiers de presse, parce que c'est joli les dossiers de presse là, surtout qu'il y a une très... Tu peux me montrer s'il te plaît, il y a une très belle interview d'Émile. Et donc là on retrouve Spirou au début de la guerre 39, et c'est la suite de ce qu'il avait fait il y a 10 ans déjà, qui était le journal d'un ingénu, et il va le faire en 3 parties. Alors les 3 parties en plus sont déjà prévus, alors tant mieux parce que on va pas attendre beaucoup pour les avoir. Il y aura le chapitre 2 en septembre 2019, le chapitre 3 en avril 2020 et le chapitre 4 en novembre 2020. Voilà. Ah oui, donc ça va être quand même assez rapide. Ça va être rapide, l'idée étant d'amener Spirou en fait jusqu'en 1946. Voilà. D'accord. C'est-à-dire de passer du moment où il est devenu groom, 1938, c'était le journal d'un ingénu, et le faire traverser la guerre, et d'arriver en 46 au moment où Gigé le reprend en fait. Alors PLG n'est pas présent à Saint-Malo en tant que tel, mais Pierre-Marie Jamet quand même commissaire d'expo. Pierre-Marie Jamet est non seulement commissaire d'exposition, mais aussi scénographe d'une exposition consacrée à Vouch. Vouch, c'est un trait, c'est un dessin, c'est un humour, c'est des originaux absolument superbes à la gouache. Oui. Superbe. Qui reste. Alors c'est de l'illustration plus que de la bande dessinée. Puisqu'on parle de. Quoique, puisque ces derniers livres étaient quand même très inspirés de la bande dessinée, plutôt que de faire des strips horizontaux, ils faisaient des strips verticaux. C'était une petite discussion qu'on avait avec Catherine Sinet, souviens-toi, lors de la première émission. C'est le passage. Voilà. Ça reste c'est devenu de la bande dessinée, mais ça reste qu'un illustrateur et c'est de toute façon plus ça qui va être présenté à Saint-Malo. Alors en parlant d'exposition, on peut aussi dire un mot
d'une exposition qui a lieu en Normandie sur l'œuvre de Tardy, et c'est encore Pierre-Marie Jamet qui s'en occupe. Les gens de PLG sont partout. Hein. Oh, oui, Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y aller et de ramener quelques images. C'est assez surprenant, et ce qui est très très sympathique, c'est que c'est pas une seule exposition finalement, mais c'est 4 expositions dans la ville. Qui invitent à un parcours dans la ville. Ce sont 4 expositions, donc une sur Nestor Burma. Au musée des automates, très très beau musée d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'exposition sur Tardy, mais aussi de découvrir le musée des automates. Il y a des tableaux de Dubout, excellents, avec les automates de Dubout, enfin c'est vraiment très très beau. Et ça reprend en fait le Paris, il y a tout un décor du Paris des années 50, où Burma a toute sa place. Ensuite, il y a la médiathèque, où on retrouve Adèle Blanc-Sec. Voilà. Et puis Avril, aussi le film. Comment ça s'appelle Avril et le monde truqué. truqué. Voilà, avec la voix de Philippe Catherine, de Pierre Richard aussi, je crois. Oui, c'est ça, oui. Enfin bon, voilà, à découvrir. Ensuite, il y a quand même le mémorial des civils, où on retrouve toute la période sur la guerre de 45, donc principalement le Stalag. Avec une sortie prochaine d'ailleurs. Le troisième va bientôt sortir. Alors on voit est exposé le fameux pélican, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Stalag, que son père sculpte au Stalag. Vraiment très très beau. Et puis le dernier, c'est dans le château de Guillaume le Conquérant, où on retrouve plutôt Putain de guerre et toutes les gueules cassées de la Première histoires liées à la Première Guerre mondiale. Bon, il en a fini sur la Première Guerre mondiale. Là, ça se finit là, mais enfin normalement la guerre s'est arrêtée en novembre 18, mais ça a un peu continué. Hein. Non, mais Tardy, lui, je crois qu'il a. On est dans la fin quand même des commémorations, là, et puis Tardy, je crois que ça y est, il a fait le. Donc Pierre-Marie ne fera plus d'exposition. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a plein de petites questions dans la ville qui sont réparties sur les albums de Tardy, et je crois qu'à la fin, si les gens répondent, il y a un tirage au sort et un album dédicacé à gagner. Vraiment très beau, ça dure jusqu'en décembre, donc on a largement le temps d'aller découvrir la ville de Falaise et toutes ces expositions consacrées à l'œuvre de Tardy. Non, je me permets de revenir 2 secondes sur les 40 ans de PLG, parce qu'on a cité Blois, on a cité Saint-Malo, on a cité Falaise. Et c'était la dernière qu'on allait citer. Mais on n'a pas dit où est cité, où est exposé où sont exposés les 40 ans de PLG. Donc c'est à la médiathèque de Montrouge. À la médiathèque de Montrouge. Jusqu'au 23 octobre. Jusqu'au 23 octobre, oui, c'est ça. Entrée libre. Entrée libre, où nous présentons d'abord 40 ans de bande dessinée vue par le prisme de ce que nous étions fin des années 70, début 80, et comment était la bande dessinée à cette époque. Et nous présentons 40 œuvres originales des différentes personnes que nous avons pu interviewer, donc, ou pas interviewer, puisqu'il y a un dessin de Jean-Marc Rézère, il y a des dessins de Margerin, de Solé, de Mézières, de Tardy bien sûr. Il y a les planches originales des gens qui ont été publiés chez nous, Nicolas de Crécy, Denis Merzette, qui signe aujourd'hui, je ne sais plus, mais il a changé son nom. Il y a des documents d'Éric Sago, donc une belle expo pour cet anniversaire des 40 ans. Documents et les couvertures originales du numéro 2 sur Enki Bilal, du numéro 14 sur Jacques Tardy. Et alors, pour bien situer donc l'endroit, c'est Médiathèque de Montrouge. Médiathèque de Montrouge. Métro mairie de Montrouge. Métro mairie de Montrouge. On entre dans la médiathèque. Toc toc, je viens voir PLG. Et c'est juste à côté. Voilà. Et bien voilà, je crois qu'on peut inviter nos téléspectateurs et nos auditeurs à aller découvrir cette exposition. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Laurent. Avec Jérôme, on sera toujours à la planète dessin. C'est super. N'hésitez pas à vous abonner sur les podcasts, puisque Trait pour Trait, c'est un podcast BD, la chaîne YouTube, et puis à nous regarder sur Watch et sur bdzoom.com. Merci à vous trois et à la semaine prochaine. Oui, non, tout à l'heure, j'entendais parler d'une anecdote au café, comme quoi justement à Montrouge, on rencontrait Enki Bilal et tout. Moi, ça m'arrive tout le temps, je me dis, tiens, ça serait pas Enki Bilal, mais non, c'est jamais ça. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Merci. Allez.